Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Marketplace, une opportunité devenue contrainte ? Aujourd'hui, on estime que les marketplaces produisent 30% du volume d'affaires des e-marchands. Longtemps considérés par les e-commerçants comme une opportunité pour générer du chiffre d'affaires complémentaire, et ce, non négligeable, la perception des marketplaces a quelque peu évolué ces dernières années. Qu'en est-il réellement ? Quelles sont les opportunités qu'offre une marketplace pour un e-commerçant ? Quelles sont les contraintes que pose une marketplace ? Enfin, quel avenir pour ces mêmes marketplaces ? Pour en discuter, Wassila Moussaoui de Pylone, Flore Fauconnier de The Trace, Laurence Taylor de Retail for Brands, Frédéric Eschenbaum de Fnac Darty. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, il va être question d'une interrogation du marché sur le rôle des marketplaces que personne ne nie bien sûr, mais qui suscite quelques interrogations sur le fait qu'elles peuvent aussi, ces marketplaces, représenter une contrainte pour un certain nombre d'e-commerçants. Alors contrainte ou opportunité, en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que c'est d'abord une opportunité, mais en quoi les marketplaces peuvent devenir potentiellement une contrainte ? Pour en discuter, nos invités, une parité parfaite d'ailleurs, je la souligne. Et pour commencer, une première question, et je te demanderai, Flore, d'y répondre. Une marketplace, ça évoque quoi pour toi ? D'abord, ça évoque un modèle très particulier, créé par Rakuten en 1997 et qui a connu beaucoup d'évolutions et de raffinements depuis. Et à partir de ce principe de base de la marketplace qui héberge et commercialise les offres de vendeurs tiers, qui eux fixent les prix et expédient directement aux acheteurs et en échange de cet apport d'affaires reversent une commission à la marketplace. À partir de ça, il y a beaucoup de raffinements possibles, des marketplaces qui développent des tas de services aux vendeurs, typiquement, notamment celui du fulfillment, qui rehausse aussi le niveau de qualité. Et puis, on peut aussi utiliser ce socle technique de marketplace pour faire des tas de choses, et notamment tous les modèles B2B2X pour les acteurs qui ont des réseaux de distribution complexes, donc ça peut être des réseaux de franchisés, des revendeurs de marques, des adhérents de fédérations. Donc voilà, ça permet de faire plein de choses. Et du coup, à titre plus personnel, ça m'évoque surtout des projets qui sont passionnants parce que assez complexes, parce qu'ils vont avoir un impact sur des tas de process de l'entreprise qui met en place une marketplace, ou de l'e-commerçant, plus simplement, qui met en place une marketplace, qui va devoir aller trifouiller sa commande, son SEO, son paiement, ses facturations, des tas de choses. Merci Flore, et justement ces tas de choses, on va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants au travers des autres questions. De ton côté, Wassila, qu'est-ce que ça évoque pour toi une marketplace ? Alors ça tombe bien parce que la Pylone justement prévoit de se lancer sur une marketplace en particulier, donc c'est une première. Et donc je suis vraiment en plein dedans. Et la première évocation qui me vient, c'est chronophage. Déjà une première contrainte. Parce qu'effectivement, quand on veut se lancer sur une marketplace, on nous demande souvent de faire appel à des agrégateurs de flux. Et bon, c'est pas une mince affaire parce que c'est assez complexe quand même de se lancer sur une marketplace. Et je me projette déjà dans le lancement de la marketplace. Je pense que chronophage, c'est quand même le premier mot qui me vient à l'esprit. Après, comme on a dit, des opportunités, parce qu'effectivement, pour nous, ça sera une opportunité de s'ouvrir sur un marché qui est beaucoup plus large et du coup, à cibler des clients qu'on n'a pas forcément, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, et aussi une ouverture à l'international, une ouverture plus grande sur des marchés peut-être qu'on voudrait tester et qui aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas encore eu l'occasion de se lancer. Merci Wassila. Alors justement, nous avons une marketplace ici présente. Bonjour à tous. Par le représentant de Fnac Darty ici présent, Frédéric. Alors Frédéric, justement, ça évoque quoi pour toi une marketplace ? Alors, qu'est-ce que m'évoque marketplace ? Et si on se place d'un point de vue Fnac Darty, on va dire d'abord, ça a m'évoqué un sujet e-commerce. Pour un groupe comme le nôtre, où on est parti finalement d'un business in-store, d'un business magasin, donc d'un business offline. Il y a
on a d'abord dû s'intéresser à la complémentarité de l'e-commerce avec le offline. Et maintenant, quand on zoome et quand on focus sur les différentes problématiques e-commerce, comment est-ce qu'on arbitre justement entre ce qu'on appelle les produits stockés, c'est-à-dire que les produits qui sont achetés directement par la centrale d'achat du groupe et qui sont gérés en termes de stockage, en termes de logistique, en termes d'approvisionnement par le groupe, versus les produits marketplace où là justement on va faire appel, comme tu le disais, à des revendeurs tiers, etc., etc. Donc c'est un sujet e-commerce, c'est aussi un sujet, qu'est-ce que ça m'évoque en tout cas, c'est un sujet d'arbitrage entre le digital et le offline et au sein du digital, un arbitrage entre ce qui va être produit stocké, donc acheté par nous, et produits pour lesquels on va faire appel à des revendeurs tiers. Et du coup, en extension de cela, eh bien, des sujets finalement e-commerce classiques, d'expérience utilisateur, donc d'assortiment, de placement de produits, etc., de recommandation de produits, et bien sûr des sujets de visibilité et forcément liés aux différents sujets que les retailers peuvent traiter aujourd'hui, de marketing services, de paid médias, etc., etc., de search. Et au sein du groupe Fnac Darty, ce sont des sujets qu'on travaille beaucoup autour du retail média. Merci Frédéric. Alors, Laurence, tu travailles avec la première des marketplaces dans le monde, puisque tu es, par l'intermédiaire de ton agence Retail for Brands, tu travailles énormément avec Amazon. Tu me dis si je me trompe. Hein. Tout à fait, t'as raison. Alors justement, marketplace, ça évoque quoi pour toi dans ton quotidien? Alors, c'est mon quotidien, c'est plus que mon quotidien, c'est aussi mes nuits, tu vois. C'est vraiment parce que comme là on a un petit peu parlé, elle parle de chronophage. Moi, ça me va très bien que ce soit chronophage parce que c'est 100% de mon temps, tu vois. Déjà, c'est des codes à comprendre dans l'environnement d'Amazon, mais aussi celui de Cdiscount et aussi celui de Fnac. Il faut comprendre en fait qu'Amazon c'est devenu un moteur de recherche. Et c'est un moteur de recherche et c'est ça en fait que Amazon va donner comme opportunité aux marques et aux e-commerçants, c'est de rejoindre ce moteur de recherche, qui est un moteur de recherche produit, et sur lequel tu peux trouver tous ces produits. Et donc, pour être référencé, pour être bien référencé, il faut, comme on a parlé, Frédéric, il faut maîtriser ces codes-là. Nous, c'est notre mission, c'est ça qu'on fait, en fait. On sert d'accélérateur, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Ensuite, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque la croissance. 60% du chiffre d'affaires d'Amazon, il est fait en marketplace. C'est-à-dire qu'Amazon n'est pas propriétaire du stock, il n'achète pas le produit, et c'est un intermédiaire. Et ensuite, ça évoque quoi? Ça évoque un monde plus complexe, parce qu'en fait, finalement, Amazon, c'est une plateforme hybride. Ils ont une partie retail traditionnelle et ils ont une partie marketplace. Mais tu as aussi des solutions qui sont 100% marketplace. Rakuten est quasiment 100% marketplace. Mais aussi, et c'est ce qu'il y a de plus dynamique et presque de plus excitant, c'est les plateformes C2C. On pense à Etsy, on pense à Vinted. 13% du chiffre d'affaires du jouet en digital, il est fait sur Vinted, par exemple. Effectivement. La première plateforme, c'est Amazon, c'est à peu près 60% de part de marché. Derrière, tu as Vinted, ensuite tu as Fnac Darty, ensuite tu as Cdiscount et Leclerc, tu vois. Et donc ça te donne cette dimension-là. Et c'est ça qui est presque le plus excitant, c'est cette capacité à un site de mettre en contact un consommateur avec une marque. Et c'est ça qui est hyper excitant dans l'environnement de la marketplace. Alors justement, tu évoques une des opportunités, il y en a plein d'autres, et c'est cette question qui suit justement, quelles sont les opportunités qu'offre une marketplace pour un e-commerçant, mais je vous l'accorde, on vient d'en parler un instant, pour les marques aussi, mais de ton point de vue, Flore, quelles sont les opportunités qu'offre une marketplace pour un e-commerçant, j'allais dire pour l'ensemble de l'écosystème même? Pour un e-commerçant, très basiquement, quand il s'intéresse à vendre sur un marketplace, il va chercher plus de ventes, il va chercher plus de clients, parce que c'est une clientèle à laquelle il n'a pas accès lui-même dans son coin. Et puis, ça peut être aussi la possibilité donc, d'aller explorer des nouveaux pays sans s'y installer soi-même, de tout faire en partant de zéro et de bénéficier de tas d'infrastructures et de fronts de la marketplace. Donc, ça permet de tester les eaux dans un pays supplémentaire. Et puis, je pense aussi aux industriels ou aux marques, mais en tout cas qui font pas encore de B2C et pour lesquels la marketplace c'est une très bonne manière de commencer et donc d'avoir un premier contact direct avec les clients. Merci Flore. De ton point de vue, Frédéric, tu en représentes une, donc plein d'opportunités, mais est-ce qu'il y en a peut-être que l'on ne soupçonne pas?
Il y en a au moins 3 en tout cas, principales en ce qui concerne un retailer et plus particulièrement un e-commerçant, parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, je vais jouer le rôle de l'e-commerçant, n'est-ce pas Tout d'abord, marketplace. de marketplace en effet. Tout d'abord, ça peut avoir un rôle de laboratoire, c'est-à-dire que encore une fois, je vais me placer dans la peau du groupe Fnac Darty qui, encore une fois, a un business aujourd'hui, a un core business très axé autour du produit stocké. C'est-à-dire que c'est nous qui achetons la marchandise auprès de nos différents fournisseurs, c'est nous qui la stockons surtout, et c'est nous qui la délivrons versus le business marketplace qui est fait chez nous, qui est certes conséquent aujourd'hui, mais qui reste inférieur à la ligne de business produit stocké par rapport à ce que peut faire Amazon, par exemple, qui s'est construit finalement autour de la marketplace. Je disais, ça peut jouer le rôle de laboratoire dans le sens où on peut tester de nouvelles gammes ou de nouvelles catégories de produits via la marketplace versus le stocké. Je prends un exemple très simple, le groupe Fnac Darty qui peut être très fort sur les produits éditoriaux, le livre, la musique, sur le hardware, sur la téléphonie, sur le petit et gros électroménager, sur le multimédia, et qui souhaite éventuellement se tester et tester l'appétence de ses consommateurs sur des sujets de mobilité urbaine, eh bien il peut, sur des trottinettes électriques, vélos électriques, etc. Je l'ai vu dans le dernier catalogue que j'ai reçu à la maison. Tu reçois le catalogue Fnac Darty, c'est en papier. Donc tu peux commencer par tester l'appétence de nos différents clients sur la marketplace et voir si c'est un succès. Et en l'occurrence, ça a été un succès, et étendre ça sur le produit stocké. Donc premier point, laboratoire. Deuxième point, ça peut être d'un point de vue totalement financier, un contrôle de coût, puisqu'on a le coût de stockage en moins, on a le coût logistique en moins. Après, ça dépend aussi, parce que le poids de la centrale d'achat d'un grand groupe peut jouer aussi sur le prix à l'achat auprès des fournisseurs, donc ça va dépendre des catégories de produits. Sur certaines catégories de produits, il va être plus intéressant financièrement et en termes d'EBIT pour le groupe de passer par la marketplace, et sur d'autres catégories de produits, ça va être beaucoup moins intéressant. Et enfin, ça peut être une façon et une solution d'enrichir très nettement le catalogue finalement d'un e-commerçant et d'un retailer, même sur des catégories qu'il a. Sur le hardware, par exemple, on peut disposer de X références et d'étendre ces références-là en faisant appel à des revendeurs marketplace. Et à l'heure de l'hyper-choix aujourd'hui, où les gens ont envie d'être guidés et avoir énormément de choix dans leur parcours d'achat, eh bien, il est vraiment important pour un retailer d'être en capacité de compléter son offre produit stocké versus son offre marketplace. Merci Frédéric. Voici là ton point de vue sur les opportunités. Mais de ton point de vue de e-commerçant, justement. Complètement. Je pense que l'opportunité manque. La première, c'est effectivement d'avoir un canal supplémentaire et d'avoir un public plus large. Mais l'idée, effectivement, de tester des lancements de produits sur une marketplace avant de lancer un produit sur le marché, je pense que ça pourrait être une opportunité pour nous. Après, la chose dont on n'a pas parlé, c'est le B2B. Il y a aussi les marketplaces B2B et qui, je pense, sont aussi une opportunité pour les grossistes et justement de limiter les frictions qu'ils peuvent avoir en allant négocier, etc. Et là, en fait, ils ont vraiment un champ très large de choix et je pense que ça leur fait vraiment un gain de temps en l'occurrence. Merci Wassila. Laurence, ton point de vue sur les opportunités qu'offre une marketplace? Alors, il y a deux types d'e-commerçants. Il y a des e-commerçants qui représentent la marque, par exemple, et des e-commerçants qui sont multi-produits. Et ben pour certains de ces e-commerçants, c'est une manière d'écouler leur stock, de toute façon, les marketplaces. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour le coup, ça a déjà été évoqué, plutôt mieux que ce que j'allais dire par Flore et par Frédéric, donc je n'ai pas forcément besoin de le rajouter. Mais il y a un point que j'ai beaucoup aimé de ce que Flore a présenté, c'est la capacité des marques à se transformer d'une marque qui est B2B, parce que la plupart des marques qu'on a, leurs clients, c'était des magasins. Maintenant, ton client, c'est le client final. Tout à fait. Donc ça suppose, en termes de transformation de l'entreprise, des choses qui sont assez radicales. Donc ça permet, via la marketplace, de devenir un vecteur de la transformation culturelle et de la transformation digitale des entreprises. Et ça, c'est extrêmement fort et c'est ce qu'on voit. Et on voit en ce moment des marques qui n'avaient pas du tout cette culture digitale, qui n'avaient pas du tout finalement la culture du consommateur final parce qu'elles y étaient assez peu exposées, rentrer dans cette phase-là. Et ça me rappelle ce qui se passait il y a 15 ans dans le domaine du voyage, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des services bancaires,
il y a des acteurs qui arrivent où leur distribution était ultra intermédiaire. Alors on reste partiellement sur une distribution intermédiaire, mais avec une connexion beaucoup plus proche au consommateur final. Donc moi, typiquement, je suis capable de savoir ce que les gens recherchent réellement sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Et donc d'orienter les produits, non pas basés sur les caractéristiques techniques, mais par rapport à ce que la capacité du produit à répondre aux attentes du consommateur. Et ça, c'est extrêmement fort finalement parce que ça peut influer jusqu'au marketing produit. Je vais créer des produits par rapport à ce que le consommateur recherche. Et tu as certaines marques qui sont maintenant en capacité d'avoir des circuits de développement, de production de produits qui sont ultra rapides, basés sur la recherche réelle du consommateur. Ouais, c'est une sorte d'étude de marché en temps réel dynamique, quoi. Voilà, sans panel, qui te coûte sur la extrêmement peu réalité, en d'argent plus, et sur par rapport aux besoins. Des éléments tangibles. Et tu as certaines sociétés qui se développent sur cette base-là, avec des circuits hyper courts de développement. Ça marche, ils scale, ça marche pas, ils tuent le produit, et ils sont dans l'itération permanente. Alors, on voit qu'il y a un certain nombre d'opportunités pour les e-commerçants, notamment cette possibilité également, Flore, tu en as parlé tout à l'heure, d'utiliser un certain nombre de services, que ce soit des services techniques, technologiques, d'un point de vue logistique, également d'un point de vue marketing. Tu viens d'en parler à l'instant, où justement on peut tenter le lancement d'un certain nombre de produits. Donc c'est magnifique, on va dire que c'est un monde magique. Mais quand même, il y a un certain nombre de retours, ou en tout cas j'entends parler de contraintes autour des marketplaces. On parle parfois même de pression de la part de marketplaces sur un certain nombre d'e-commerçants. C'est quoi cette réalité? C'est quoi ces contraintes? Flore, est-ce que tu peux nous en parler? Ça serait quoi les contraintes que pose une marketplace? Il y en a de toute nature. Après, ouvrir une nouvelle activité, grossir, vivre, ça inclut toujours des contraintes. Donc, je pense que ça dépend aussi des marketplaces qui n'ont pas les mêmes relations avec les vendeurs, mais qui n'ont pas la même vocation sur le marché de toute manière. Donc, une fois qu'on est prévenu, voilà, on applique ou on va chez le voisin. Mais c'est peut-être aussi dû à des changements de règles du jeu aussi, à un moment donné. Ouais. Ça s'est vu sur d'autres marketplaces dans le monde des applications, par exemple, ou même dans le monde des réseaux sociaux. Je pose ça là, après on en fait ce qu'on veut. Mais c'est aussi de ça dont il s'agit quand on parle de contraintes. Oui, mais c'est aussi un secteur d'activité qui reste relativement nouveau. Effectivement, les lignes bougent, donc la régulation, elle suit. Elle est plutôt en retard, ce qui est normal par rapport aux pratiques du marché, à des e-commerçants, à des Amazon ou à d'autres qui inventent des choses nouvelles. Et puis après, il faut effectivement aller regarder si effectivement c'est juste, pas juste. Enfin, par exemple, Amazon a été pas mal attaqué, en particulier aux États-Unis, sur le fait qu'il utilise les données des ventes de ses vendeurs ou des marques pour fabriquer ses propres produits. Mais c'est Amazon Basics. C'est quoi le principe des MDD de la grande distribution? Donc, Decathlon a été très fort dans cette stratégie-là il y a quelques années. Mais et l'est toujours. Donc voilà, il faut aussi regarder ce qui est légitime ou pas légitime. Et l'Union européenne aussi, la commissaire européenne à la concurrence regarde ça de très près. De temps en temps, c'est légitime, de temps en temps, ça l'est pas. Je pense qu'il y a certaines marketplaces, on les attend un peu au tournant. Après, pour revenir au sujet des contraintes quand on vend en marketplace, donc il y a des contraintes qui viennent des marketplaces eux-mêmes. Il y a beaucoup de contraintes qui viennent du marchand lui-même. Par exemple, le projet d'aller vendre sur les marketplaces et pas du tout le même pour quelqu'un qui fait déjà du B2C, qui a déjà un site marchand, et un industriel qui n'a que vendu jusqu'ici auprès de distributeurs. Nous, chez Stress, on accompagne des industriels qui se lancent sur des démarches direct-to-consumer, soit pour vendre sur le site marchand qui lance, soit sur les marketplaces. C'est pas juste ouvrir un compte sur eBay et uploader les produits. C'est d'abord construire le flux qu'on va envoyer à la marketplace. Donc, où est-ce qu'on récupère les infos produits? Il faut leur ajouter le pricing, il faut fabriquer le flux qui va savoir parler à la marketplace, il faut gérer le paiement de façon un peu différente, la facturation, parce que tout d'un coup, c'est le vendeur qui n'avait pas l'habitude de facturer l'acheteur final, parce qu'il ne faisait pas de B2C, maintenant il va devoir le faire. Sans parler du service client en plus à la fin. Tout d'un coup, il s'assure de la relation client. En fonction de la marketplace, il y a aussi des processus d'onboarding qui sont plus ou moins compliqués. Éventuellement,
il peut y avoir des impacts indirects. Il y a des revendeurs de votre marque qui peuvent se froisser que vous les contourniez. Donc c'est aussi des questions d'assortiment, politique de prix, de conflit de canaux, ou en tout cas de cohérence des canaux. Donc ça, c'est sur le projet. Après, une fois raccordé, il faut des ressources en interne pour uploader les produits, pour mettre à jour les offres, les animer éventuellement, parce que sur les marketplaces, il y a quand même de plus en plus d'offres. Donc éventuellement, il faut prévoir un budget marketing pour remonter leur visibilité. Donc en fait, ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Donc il y a du projet, il y a du run, mais sinon, globalement, sur les objections plus stratégiques à la vente en marketplace, donc avant de rentrer sur le build et le run, le plus classique, c'est ne pas vouloir renforcer son concurrent. Donc typiquement, une marketplace hybride qui, comme tu l'expliquais, vend à la fois en propre et en marketplace. Donc ça, c'est une objection classique, pas toujours légitime, mais qui revient beaucoup. Et puis aussi, pas mal pour certaines marques qui font déjà du B2C, c'est vouloir garder la maîtrise de la façon dont sont présentés les produits. Et ça dépend vraiment des segments de marché. On voit sur les PGC, on voit... Tu peux rappeler ce que c'est que PGC? Les produits de grande consommation. Voilà. Donc vous voyez les couches June ou les petits pots pour bébé Good Goût, ils sont sur Amazon. Par contre, en mode, Cézanne ne va pas aller sur Amazon. Ils feront peut-être des capsules sur La Redoute, j'en sais rien. Par contre, le bricolage, vous avez des tas de marques qui ont été un peu pressurisées par les grandes surfaces de bricolage et qui tombent à bras ouverts dans Mano Mano. Donc ça dépend aussi des segments de marché. Merci en tout cas pour cette réponse étayée qui est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui, puisque l'objectif c'est d'essayer de comprendre s'il y a contraintes, quelles sont ces fameuses contraintes. Alors justement, voici là, tu nous as évoqué la marketplace par une contrainte qui était le time consuming. Oui. Quelles sont les autres contraintes? Puisque là, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es en plein dedans, tu vas commencer à ouvrir en tout cas à participer à une marketplace. Je te laisse nous expliquer, pas tes déboires, mais en tout cas ton retour d'expérience. J'espère pas avoir de déboires, justement. Donc effectivement, les flux, moi, I have a dream, c'est de me dire, allez, je vais lancer sur marketplace et qu'on ne m'annonce pas 2 mois. Ne me dites pas oui pour le lancement d'une marketplace, pour gérer les flux par rapport à votre catalogue, par rapport à la profondeur, au mapping, etc. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui en 2020, ça fait quand même un certain temps qu'on s'est lancé sur le marché, en tout cas français, sur les marketplaces. J'attends des agrégateurs de flux de me proposer des solutions qui soient un peu moins time consuming. D'accord. Et qui soient. C'est pas si simple à implémenter, c'est ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas si simple à implémenter. Une fois que c'est implémenté, comme tu disais, ça prend du temps, il faut le faire vivre, etc. Bon, c'est normal, il faut avoir des ressources et heureusement, chez nous, on en a. Donc pour moi, c'est vraiment la première contrainte. Après, par rapport au retour que j'ai pu avoir par ailleurs, c'est qu'on a un peu parfois l'impression de courir après le temps et en fait, à chaque fois qu'on nous recommande de faire des améliorations, notamment sur le catalogue pour améliorer son référencement, etc., en fait, c'est déjà trop tard, il faut encore faire autre chose, etc. Donc ça peut être très chronophage. Donc justement, bien pouvoir apprécier le retour sur investissement qu'on peut avoir, parce qu'on peut s'épuiser à vouloir faire plusieurs marketplaces. Bon, on a cette souplesse de pouvoir désactiver une marketplace, etc. Mais voilà, il faut le savoir. Après, nous aussi, dans notre réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas aller sur la première marketplace mondiale. Et en fait, on a des revendeurs qui y sont. Et en fait, aujourd'hui, ça nous pose problème parce que c'est pas du tout dans les codes de Pylone. Il y a pas, les visuels sont un peu, d'accord. Voilà, sont pas shadés. C'est pas du tout en ligne avec les valeurs de la marque. En ligne. Et aujourd'hui, nous, on est un peu frustrés par rapport à ça. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Voilà. Merci Wassila pour l'évocation de contraintes, ou on va dire plutôt d'éléments à perfectionner. On va dire ça comme ça. Merci. Frédéric, est-ce qu'il y a des contraintes chez toi? On a beaucoup parlé des avantages, il y a quand même beaucoup d'avantages. Bien sûr, toujours plus. Etc. Bien sûr qu'il y a des contraintes, une fois n'est pas coutume, si je me place dans la peau d'un e-commerçant hybride, comme tu le disais, entre business en propre et business marketplace. Quand on gère la relation, on va dire commerciale, d'achat classique directement avec les marques, avec 30, 40, 50, même 100 marques, entre guillemets, on peut encore le faire à la main. On peut encore le faire humainement et aller sur des accords et sur des gestions custom. Quand on commence à gérer d'un point de vue marketplace e-commerçant, j'entends, la relation avec 4 000, 5 000, 15 000, 20 000 revendeurs,
bon bah c'est plus possible. Donc il faut être en capacité de scaler ça, c'est-à-dire qu'il faut forcément aller vers la plateformisation. Donc ça, je dirais que c'est une première contrainte et aller finalement vers une logique de self-service, que ce soit pour le core business, c'est-à-dire finalement gérer la relation avec les revendeurs, leur positionnement, l'assortiment, etc. etc. Mais ça peut aussi s'appliquer au champ des marketing services, sur le paid media, sur le search retail, sur le retail media, etc. etc. Donc finalement, ce besoin et cette contrainte, appelons la contrainte de plateformisation et d'aller vers le self-service, quand on a un business marketplace et quand on est une marketplace, c'est un passage obligé et on peut très bien apprendre de cela pour ouvrir et développer une offre de marketing services, que ce soit à destination des revendeurs ou que ce soit à destination des marques. Amazon l'a beaucoup fait et historiquement, c'est basé sur son business et sur la relation et sur la plateformisation qu'ils avaient montée envers leurs revendeurs pour ouvrir leurs revenus marketing et publicitaires envers et à destination des marques en propre. Ça, je dirais que on peut le voir comme une première contrainte. Deuxième point et dernier éventuellement à évoquer, on a beaucoup parlé d'e-commerçants hybrides entre produits stockés et marketplace. Donc la contrainte qu'on pourrait imaginer, c'est comment est-ce qu'on arbitre cela et comment est-ce qu'on fait vivre les deux offres. Quelle position on donne aux produits stockés qui sont achetés par le distributeur et quelle position on donne aux revendeurs marketplace. Comment est-ce qu'on arbitre? Est-ce qu'on les fait rentrer sur deux gammes de produits différentes ou est-ce qu'on les fait rentrer en compétition sur la même catégorie de produits, sur les mêmes marques ou sur les mêmes gammes de produits? Donc forcément, il n'y a pas d'unicité de la réponse là-dessus. Il faut que le distributeur et que l'expérience client aussi, que l'UX au sein de l'e-commerçant arbitre cela et décide comment faire vivre ces deux offres en parallèle. On peut le voir comme une contrainte, bien sûr. Merci Frédéric. Ce que je retiens, c'est la notion de plateformisation qui est un moyen de limiter les contraintes. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, c'est un des moyens pour limiter les contraintes. Ça peut être un pain point que d'aller vers la plateformisation, en tout cas pour un groupe qui, initialement, a l'habitude de gérer en direct la relation avec 40, 50, 100 marques. OK. Versus 5 000, 10 000 revendeurs. Merci Frédéric. Laurence, ton avis sur les contraintes que pose une marketplace? C'est très dur, hein, Michel, de passer après Flore. Non, ce que tu as dit, Flore, c'était assez exemplaire, en fait, justement, des contraintes qu'on ressent. Si on doit résumer, et Frédéric a commencé à en parler, dans le cadre d'Amazon, mais c'est vrai pour toutes les marketplaces, il ne faut pas voir ça comme un partenaire. Et l'erreur de beaucoup de marques, de beaucoup d'e-commerçants, c'est, même si j'ai une conversation commerciale un petit peu compliquée, Amazon est un partenaire. Amazon, ce n'est pas un partenaire. Mais c'est vrai que c'est un peu à la preuve quand je pense, moi, si je suis e-commerçant et que je débute et que je ne peux pas avoir de stock, je vais me dire qu'une marketplace, c'est mon partenaire dans le sens où il me rend un service assez important qui est de ne pas pouvoir stocker mes produits, par exemple. Enfin, en tout cas, pardon, c'est ma marketplace qui ne stocke pas les produits, mais en tout cas de trouver des nouveaux canaux de distribution. Mais c'est un nouveau canal de distribution. Donc, c'est un partenaire. Mais ce n'est pas un partenaire relationnel, c'est un algorithme. C'est une plateforme. Et c'est à toi de t'habituer aux contraintes et à la façon de travailler d'Amazon. Pas le contraire. Amazon, c'est la société la plus lean. Le lean management, ça a été développé par Toyota il y a quelques années. LEAN, pour ceux qui nous écoutent. Et donc, c'est une technique de management qui ne supporte pas le petit grain de sable. Donc, c'est à toi de t'adapter dans cet environnement-là. Ce n'est pas le contraire. Et une fois que tu as compris d'un point de vue culturel cette contrainte, le reste, c'est de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet où il faut savoir se faire accompagner des spécialistes sur certains aspects. Moi, je suis spécialiste du marketing, mais il y a d'autres personnes qui vont être spécialisées sur la partie logistique. Totalement. Parce que le dernier kilomètre, l'exigence du consommateur, elle est extrêmement élevée sur le dernier kilomètre. Dernière fois, on en a parlé, c'est-à-dire que les gens veulent la livraison en 1 heure. Maintenant, ils veulent 30 minutes avec un drone. Non, mais c'est ce vers quoi va le marché. Donc, toi, tu as intérêt, entre le moment où tu reçois la commande et que tu reçois l'alerte, de le faire. Et ensuite, l'autre contrainte pour un e-commerçant, c'est de faire cohabiter et de faire travailler l'ensemble de fonctions qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Le commerce traditionnel, le marketing digital, la logistique, la facturation.
on a parlé de la facturation. Dans certains cas, il faut faire le lettrage. Donc quand tu fais 10 000 ventes par jour, il faut que tu aies des outils qui te permettent de faire 10 000 factures par jour. Ce que tu n'as pas forcément l'habitude, tu en as un petit peu parlé, mais c'est un exemple vraiment concret. Tout à fait. Voilà. Merci Laurence. On en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre rapidement, s'il vous plaît. Selon vous, quel avenir pour les marketplaces, de ton point de vue, Flore? Mais Michel, c'est un sujet de dissertation, on peut faire 4 heures là-dessus. Mais c'est pour ça que je serais ravi de te recevoir à nouveau pour continuer à parler des marketplaces, parce que c'est un sujet clé, effectivement, pour l'ensemble de l'écosystème. L'avenir des marketplaces, rapidement. Les marketplaces de niche, je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup, il reste des places à prendre. Les marketplaces généralistes, depuis le temps qu'on nous dit qu'il y en aura 4 ou 5, moi j'y crois plus du tout. Par contre, il y a une vraie question d'échelle et de massification et de présentation de l'offre et de niveau de service. On en a vu qui d'ailleurs ont échoué, n'ont pas décollé. Nous, on accompagne pour réviser leur process business. Par exemple, il y en a qui ne marchent pas parce qu'il y a eu un genre de guerre interne avec les achats, puis une certaine frilosité à ne pas développer la marketplace sur le core business et ça empêche de scaler. Ou ça peut être par le passé. C'est fini. Je ne parlais pas de Fnac Darty. Non, je ne parlais pas de Fnac Darty en réalité. Mais ça ressemble à ce que tu décrivais tout à l'heure, mais non. Donc voilà, il y a des tas de moyens d'accélérer, il y a encore de la place, les lignes vont encore bouger. Après, je pense qu'il y a plusieurs voies qui se dessinent. Comme il faut passer à l'échelle. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir des offres les plus conséquentes possibles. Chacune essaye d'avoir l'offre la plus large, d'avoir aussi des produits exclusifs que les autres n'ont pas. Mais comme il y a des marketplaces qui commencent à échanger les offres entre elles et les vendeurs entre elles, de pays à pays, mais même au sein d'un pays, globalement, ce sera sans doute plus l'offre qui va être vraiment différenciante à l'avenir. Ça va être d'autres choses. Ça peut être la façon d'accompagner les vendeurs avec des multiples services. On a parlé du fulfillment, on a parlé de marketing, de visibilité, etc. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, Amazon a une IA de pricing qui vous aide à pricer vos prix sur sa marketplace. Ça pose d'autres problèmes. Mais voilà, un exemple d'accompagnement des vendeurs, ça peut être l'accompagnement des clients via une interface plus sociale ou avec un gros programme de feed. C'est plutôt le principe de Rakuten. Ça peut être en étant présent sur une multitude de besoins clients. Donc ça, c'est plutôt le cas de Cdiscount qui trouvent des partenariats dans l'énergie, l'immobilier, le voyage, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de modèles qui sont en train de se mettre en place. Beaucoup de tests aussi, B2B, retail media, private label, de food pour gagner sur la fréquence d'achat et construire la loyauté de ses clients. Que d'opportunités. J'aurais dû changer. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais tu reviendras Mais pour nous exposer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu reviendras pour nous exposer un certain nombre d'idées basées sur tes observations qui sont nombreuses, comme tu viens de le démontrer. Voici là ta vision sur l'avenir des marketplaces. Commence peut-être par l'avenir de ta marketplace. Non, je vais peut-être aller un peu plus large. Je rejoins Laurence quand il dit que les marketplaces vont révolutionner un peu notre société. Je pense qu'ils vont révolutionner le monde du retail. Je pense que les marketplaces vont être les retailers de demain. On voit avec Amazon qui ouvre des boutiques, on voit la Redoute. Et je pense que ça va se faire de plus en plus parce qu'ils ont en fait la chose que nous, les retailers, nous n'avons pas, c'est la data. Donc c'est ce que tu disais. Et ils vont être, je pense, capables vraiment d'anticiper des choses que nous, petits retailers, n'allons pas pouvoir anticiper. Et je pense qu'ils vont avoir vraiment une longueur d'avance par rapport à ça. Parce que je suis convaincue que demain, les consommateurs vont aller dans les boutiques, non pas pour acheter, mais pour vivre des expériences. Et je pense que c'est les meilleurs pour faire vivre des expériences. Je vois très bien Google ouvrir demain une boutique parce qu'effectivement, ils ont déjà lancé leur marketplace. Et c'est d'ailleurs une tendance de fond de beaucoup d'e-commerçants qui étaient 100% online et qui ouvrent des showrooms. Je pense à Pandati ou d'autres marques DNVB, Digital Native Vertical Brands, qui souhaitent faire vivre les expériences des différents produits. Exactement, parce que Cézanne fait. Ces appartements, c'est des showrooms au final. Exact. Il y a cette tendance. Et la deuxième, je pense que les réseaux sociaux vont devenir les nouvelles marketplaces. Parce que, si je pense à Instagram, Checkout, ça a fait de ses tests à l'étranger aujourd'hui, je ne sais pas en France, mais je pense que s'ils le font bien, franchement, ils ont un bon coup à jouer parce qu'on part de l'inspiration
ou même la recherche de l'insight du client, quand les clients, les fans ou les followers sont sur Instagram, ils ont leur inspiration. Si on leur propose tout de suite d'acheter l'article ou le produit, ils ont tout gagné. Maintenant, quelles sont les contraintes financières de fraude, etc., ça c'est un autre sujet. Et ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. Merci Wassila. Et de logistique. Aussi. C'est la contrainte d'Instagram et de Facebook Shop. Alors, on en reparlera quand on évoquera, et je reviendrai sur la notion d'Instagram et d'e-commerce dans une autre émission, parce qu'effectivement, à titre personnel, j'ai quelques interrogations, mais ce n'est pas le sujet du jour. Frédéric, ton avis, très rapidement, messieurs, je vous le demanderai aussi bien pour Frédéric que Laurence, quel avenir pour les marketplaces ? Très rapidement, l'avenir des marketplaces va se jouer autour de la transparence. Tout à l'heure, je parlais de l'hyper-choix. Et de l'avantage de passer par une marketplace ou de compléter notre business par un business marketplace pour agrémenter le catalogue. On peut parler aussi de choix éclairés et du besoin et même de la nécessité des clients d'une marketplace d'avoir en toute transparence toutes les informations souhaitables et nécessaires sur les différents revendeurs, sur les différents sellers marketplace. Et ça doit être de la responsabilité d'une marketplace de donner autant d'informations que possible sur ces différents revendeurs. Où vivent-ils ? D'où expédient-ils les différentes marchandises ? De quelle qualité de produit on se parle ? Quel est l'historique de ce revendeur sur cette marketplace ? Quelle est sa datation, etc., etc. Donc il y a déjà certains items et certains sujets qui sont traités. Mais en tout cas, à l'avenir, les marketplaces devront faire preuve de beaucoup plus de transparence et de beaucoup plus d'éclairage envers leurs clients pour que, notamment dans ce contexte de, on va dire, considération écologique, de prise en compte et de prise en considération des circuits courts, etc., que les clients finalement aient toutes les clés en main pour pouvoir choisir de quel produit on se parle et de quel revendeur on se parle, quitte pour une marketplace à éventuellement épurer et cutter certains de ses revendeurs. C'est très important. Après. Effectivement, c'est un élément d'autant plus important que la responsabilité sociétale du monde de l'e-commerce est assez prégnant. On le voit beaucoup en ce moment et ça a d'ailleurs été un sujet une autre émission qui s'appelle The Programmatic Society. On parlait de la responsabilité sociétale de la publicité et je ferai la même émission pour l'e-commerce. Donc, vous serez bien entendu les bienvenus si vous souhaitez y participer. Laurence, le mot de la fin est pour toi. Rapidement. Tout à fait. Je pense que l'avenir des marketplaces, il est radieux. Il est radieux parce qu'en fait, c'est un écosystème, ces marketplaces. Et dans ces écosystèmes, des nouvelles sociétés qui vont se créer sur la base de la marketplace avec la rapidité dont on a parlé, d'itération, d'apprentissage et de création dans cet environnement des marketplaces. T'es presque dans le même schéma de tout cet écosystème qui s'est créé autour de Google et de ces acteurs qui sont créés autour de Google il y a 15-20 ans. Et tu retrouves la même chose, même si Amazon est plus vieux, c'est 26 ans maintenant, donc c'est 5 ans plus vieux, cette présence et cette importance de la marketplace, il est le même qu'on avait il y a 15 ans. Donc pour les marques, c'est une vraie opportunité d'apprendre plus de leurs consommateurs. C'est aussi une opportunité, on n'a pas assez parlé, en termes de chiffre d'affaires, de croissance de chiffre d'affaires et de désintermédiation. Donc ça veut dire plus d'argent dans le bottom line pour les marques et les industriels. Et ensuite, en termes d'avenir, je pense qu'il faut regarder du côté de la Chine. C'est très intéressant ce qui se passe du côté de la Chine parce qu'ils ont leapfrogué le commerce traditionnel. Ils sont passés tout de suite sur l'e-commerce. Ils sont beaucoup plus avancés sur le principe de la marketplace. Ils ont beaucoup de marketplaces, à la fois sur du C2C, à la fois aussi sur de la production locale. On n'en a pas suffisamment parlé, mais c'est des marchés, des vrais marchés. Marketplace, c'est une place de marché. Donc on va revenir à cette place de marché avec des producteurs locaux qui vont avoir des zones d'achalandise qui sont peut-être plus petites, mais des surfaces de trafic qui sont beaucoup plus fortes. Ça, c'est un vrai avenir. Et la dernière chose, c'est cette connexion. Et j'aime beaucoup ce dont vous avez parlé avec Wassila, Michel. C'est cette connexion avec le social. Et on a le phénomène en Chine des live streamers qui font des millions de consommateurs, qui revendent leurs produits directement en marketplace. Ouais. Et ça, c'est pour moi, quelque chose qui est très fort. C'est cette connexion entre le social et le commerce. Moi, je suis une marque, je me lance, je fais de la marketplace et du social. Et réussir à joindre les deux, et des gens qui pourront mettre un ROI social, c'est ceux qui vont
éclater dans les 5 à 10 ans à venir. Et c'est le vrai phénomène qui va s'associer autour de la marketplace. Pour que ça ne soit pas que transactionnel, mais aussi émotionnel. Et puis c'est quelque chose que fait pas Amazon, donc c'est peut-être une bonne différenciation à avoir. C'est pour ça que TikTok Walmart veut racheter TikTok. Mais il n'y arrivera pas. Oh. Peut-être pour ça, ouais. Les hostilités sont lancées. S'il y a des gens de Walmart, de chez Microsoft qui veulent parler de TikTok, ce sera dans une émission qui sera consacrée au sujet. En tous les cas, merci beaucoup parce que effectivement, ce phénomène de marketplace à titre personnel, j'avais énormément de questions. J'ai eu en tout cas aujourd'hui énormément de réponses. Donc merci à vous, mesdames, Flore, Wassila, et à vous, messieurs, Frédéric et Laurence. Et à très bientôt. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur les marketplaces. Une opportunité est devenue contrainte? Telle était la question. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les marketplaces sont d'abord une opportunité pour l'ensemble des e-commerçants afin d'améliorer leur logistique, leur marketing et leur chiffre d'affaires. 2. Les marketplaces ne doivent pas être vus comme des partenaires, mais avant tout comme des algorithmes. En conséquence, c'est à l'e-commerçant de s'adapter à la marketplace et non l'inverse. 3. L'avenir des marketplaces passera par la transparence et la responsabilité sociétale, tant de la part des marques que de la part des distributeurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.